merci pour la confiance renouvelée. Bonsoir, très heureuse de vous servir. Évaluation de la situation sécuritaire du Mali. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020 et cela grâce à l'engagement du président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, qui a doté notre outil de défense d'équipement. Des propos du ministre de la Défense et des anciens combattants à sa sortie du Conseil national de la Défense. Des succès enregistrés seront consolidés dans le cadre de l'opération Dougou-Koloko. Le reportage de Tamsir Diabati. Le Conseil supérieur de la défense nationale se tient dans un contexte géopolitique et sécuritaire particulier. Et face à ces défis du moment, le maître mot est et demeure la défense de la patrie, quel que soit le prix. Justement, le premier acte de cette session du Conseil supérieur de la défense est le recueillement à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Pendant 3 heures d'horloge, la hiérarchie militaire a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire du pays. La rétrospective des actions menées par les forces armées maliennes dans le cadre de l'opération Maliko qui a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme. À ce niveau, le ministre de la Défense ne cache pas son satisfecit. Ce succès est dû à la clairvoyance du chef de l'État, à la bravoure du soldat malien, mais surtout au soutien constant du peuple malien. Au cours de cette session, les orientations données par le chef suprême des armées pour la planification est de redoubler d'efforts en vue de transformer les défis en opportunités pour le Mali et son armée. En donnant ces orientations pour les planifications futures, le chef suprême des armées nous a appelé à faire honneur au sacrifice de ce vaillant peuple, en redoublant d'efforts pour continuer le processus de consolidation d'une armée puissante, forte et respectée, qui n'acceptera plus jamais que l'État malien faiblisse, que le peuple malien soit humilié. Et si l'opération Maliko a montré ses preuves en matière de défense, Dougou-Koloko, dévoilé au cours de ce Conseil supérieur de la défense nationale, fera aussi tache d'huile, à en croire le chef d'état-major général des armées. Ce Conseil supérieur de la défense nous a donné l'opportunité de présenter la situation sécuritaire qui a été évaluée à travers l'opération Maliko, qui a vraiment des succès très, très signifiants qui ont été très bien magnifiés, d'introduire un nouveau projet, du plan Dougou-Koloko avec des besoins sur 2025-2030. Donc à l'issue de ce conseil, nous avons vraiment constaté que le politique a eu une attention particulière à ce que nous avons présenté en termes de bilan et en termes de perspectives. Le dernier Conseil supérieur de la défense, toutes les ressources qui ont été allouées aux forces armées et de sécurité, ce qui nous a permis de reprendre l'initiative sur le terrain, rapidement, conformément à la phase 1 du plan Maliko, et de réoccuper pratiquement, nous redéployer sur le terrain les défis qui étaient liés au départ des forces internationales, minimiser ces défis, et aujourd'hui concrétiser le redéploiement de l'administration, de l'autorité de l'État sur pratiquement toute la partie nord du pays et l'ensemble du territoire national. Donc pour ce Conseil supérieur de la défense qui vient d'être tenu aussi, les besoins qui ont été exprimés dans le cadre de Dougou-Koloko nous permettront de poursuivre les œuvres de redéploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire, favoriser un environnement favorable au retour de l'administration.
Certes, il y a des acquis en matière de défense et de sécurité, mais beaucoup reste à faire. Et pour ce faire, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit du Mali. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, qui sont liés à l'immensité du territoire national et la défense des frontières du pays. Et au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Défense et le chef d'État-major ont tenu à saluer l'engagement du peuple aux côtés de son armée, à tout moment et à tout prix. L'armée malienne en 2025, c'est une armée des grands défis qui se veut offensive face aux adversités. Et le ministre de la Défense est, on ne peut plus clair. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020, grâce à un effort en montée en puissance sans précédent dans notre histoire. L'adversité, qu'elle soit interne ou externe, n'est qu'une source supplémentaire de motivation pour l'armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser se trompent lourdement. Une délégation de l'administration territoriale et de la décentralisation du Niger séjourne à Bamako dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et le Niger dans ce domaine. La délégation a été reçue cet après-midi en audience par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Au centre des échanges, l'harmonisation des différentes approches de financement des collectivités dans les pays de la Confédération de l'AES, l'intégration des collectivités frontalières ainsi que l'opérationnalisation de la feuille de route de la Confédération de l'AES, notamment dans sa composante développement. Je vous propose d'écouter Abdoul Kadriama, chef de la délégation du Niger, à sa sortie d'audience au micro de Mamari Kone et de Aliou Touré. Nous sommes venus faire en tout cas le point de la visite que nous sommes en train de faire à Bamako, au Mali. Donc il s'agit pour nous d'une visite qui rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de la feuille de route de l'AES, notamment dans son pilier développement. Donc il s'agit particulièrement de créer les conditions pour accélérer le développement local au niveau de nos trois pays. Donc, conformément aux visions de nos chefs de l'État, je voudrais parler particulièrement de nouveaux paradigmes qui nous amènent vers un développement endogène de nos collectivités territoriales. Ça veut dire créer les conditions, réfléchir avec des mécanismes innovants pour que le développement se base sur nos propres initiatives. Donc, dans ce cadre, nous avons eu une séance de travail avec nos collègues de la Direction générale de l'administration territoriale, avec nos collègues de la Direction générale de la décentralisation, avec nos collègues de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales du Mali. Et bien entendu, nous avons aussi échangé avec d'autres acteurs ces échanges-là nous ont permis d'avoir en tout cas une meilleure compréhension et de développer un début de compréhension de méthodes pour que vraiment le développement puisse être accéléré au niveau de nos collectivités et au niveau de l'espace de l'AES. Le chef du gouvernement a bien apprécié, bien accueilli en tout cas les résultats qui sont sortis de nos travaux et il a profité pour nous donner de très sages conseils qui vont dans le sens d'accélérer vraiment tout ce qu'il y a à faire en matière de mise en œuvre de la feuille de route de l'AES, notamment dans le pilier développement. Les capacités opérationnelles de la protection civile se renforcent à travers l'inauguration du Centre national des opérations d'urgence, une infrastructure ultramoderne qui permettra de faire face aux risques et catastrophes. Le centre est doté d'équipements de dernière génération. Sa réalisation a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Il a été construit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Le reportage de Aridou Matina. Dans un contexte où les risques climatiques se multiplient et s'intensifient, le seul moyen pour y faire face et protéger les populations est de disposer de structures modernes pour la surveillance, l'alerte ainsi que pour l'analyse en temps réel des données sur les catastrophes.
Le nouveau Centre national des opérations d'urgence de la protection civile inauguré en ces jours est donc bien plus qu'une infrastructure, mais une ambition, une vision et surtout une réponse immédiate aux nombreux défis liés aux effets néfastes du changement climatique. En cas de catastrophe, le CNU nous permettra de mieux organiser les secours, de rationaliser l'utilisation des ressources et de garantir une efficacité maximale dans l'exécution des opérations d'urgence. Nous prenons l'engagement d'en faire une bonne utilisation de ces bâtiments. Conçu selon les standards de gestion des situations d'urgence, le centre sera un maillon essentiel pour faire face aux risques et catastrophes. Il est bâti sur 3 niveaux et financé par la Banque mondiale et du Fonds vert climat dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, Hydromet Mali. Ce centre moderne, doté d'équipements de pointe, de systèmes de communication avancés et d'une salle de crise capable de centraliser et d'analyser en temps réel des données relatives aux situations d'urgence sur l'ensemble du territoire. Il constitue une avancée majeure pour la sécurité civile au Mali. Je voudrais réaffirmer la constante disponibilité de la Banque mondiale et notre engagement sans faille à continuer d'accompagner le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de ses politiques de développement et de résilience face au climat. L'imposante structure répond désormais à une nécessité absolue des plus hautes autorités de doter le pays d'un centre de coordination stratégique capable d'assurer une réponse efficace, rapide aux situations d'urgence. Cet édifice majestueux a coûté la bagatelle de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce joyau architectural est une fierté nationale. Cet édifice témoigne de notre détermination collective à bâtir un Mali résilient, capable de faire face aux crises avec efficacité et anticipation. La gestion des risques et catastrophes répond fondamentalement à une approche intégrée et concertée impliquant l'ensemble des couches du pays. Et la protection civile, avec cette importante infrastructure, franchit désormais une étape majeure vers une gestion plus efficace, rapide et plus coordonnée des urgences. Notre compatriote Habib Diallo est le président du réseau international des établissements privés de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES. Il a été choisi par ses pairs hier lors des 6e rencontres internationales du dit réseau. Le reportage de Mariam Koni. Ce sont des experts venus de plus d'une dizaine de pays de l'espace CAMES qui se sont réunis pour les 6e assises du réseau international des établissements privés de l'enseignement supérieur, RIDEPES. Ils sont venus réfléchir sur les voies et moyens devant permettre à l'enseignement supérieur privé d'être plus efficace. Nous sommes ici pour relancer ce qui compte et redonner souffle à un enseignement supérieur privé de qualité et réinventer des modèles face aux défis comme la formation à distance, l'accréditation des diplômes ou l'insertion des jeunes. Rassembler les forces vives, État, institutions privées, entreprises, parce que l'éducation est une chaîne de valeur. Chaque maillon compte et les défauts d'un seul maillon met en péril la viabilité de tous les systèmes. Pour le secrétaire général du CAMES, le RIDEPES CAMES incarne une Afrique où secteur public et privé unissent leurs forces pour un enseignement supérieur inclusif, compétitif et tourné vers l'excellence. Le RIDEPES, par sa capacité de structuration, de mutualisation et de plaidoyer, constitue un partenaire de choix dans la mise en œuvre des principaux axes de notre plan stratégique de développement, notamment la valorisation de la recherche et de l'innovation au profit de la société et l'intégration et la mobilité académique dans l'espace CAMES. Les travaux de ces assises ont été sanctionnés par le renouvellement du bureau exécutif avec le plébiscite du candidat malien comme nouveau président du RIDEPES. S'il tentait qu'il s'agisse d'une victoire, elle n'est pas la mienne. C'est celle de l'intelligence collective qui nous anime aujourd'hui.
Une intelligence collective parce que fédératrice, mobilisatrice, un sens commun qui refuse la fatalité, brise les silos et croit en notre capacité à écrire un nouveau chapitre de l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES. Mamadou Habib Diallo, qui est élu pour un mandat de 4 ans, estime que l'enseignement supérieur privé est l'arme intellectuelle des grandes nations et des économies puissantes. Et bravo à Mamadou Habib Diallo. Une nouvelle plateforme digitale pour l'accès et le suivi au crédit sera accessible sur l'ensemble du territoire dans les mois à venir. Elle est nommée Niasoro, qui veut dire en français « je l'ai reçu ». La dite plateforme a été présentée hier aux autorités administratives et financières. Il s'agit là d'une avancée considérable dans le domaine de la digitalisation du mécanisme de renforcement des systèmes financiers décentralisés. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le reportage de Daouda Kone. Face aux défis d'infrastructure, de connectivité et de littéralité numérique dans les zones rurales, la digitalisation portée par le mécanisme de renforcement des systèmes financiers décentralisés, MEREF-SFD, est une réponse concrète pour accélérer la bancarisation, réduire les coûts et délais des transactions, sécuriser les investissements agropastoraux et étendre les services financiers des zones reculées via les solutions offline. L'atelier de ce matin vise à présenter les avancées de la digitalisation des processus de refinancement du MEREF-SFD en vue de leur appropriation. Il vise aussi, cet atelier, à mobiliser l'ensemble des partenaires publics et privés pour appuyer davantage le secteur de la microfinance dans sa transformation numérique, qui est une nécessité impérieuse, inévitable. Au cours de cet atelier, la plateforme digitale Niasoro est présentée, un outil innovant destiné au système financier décentralisé. Une démonstration sur comment créditer son compte a été effectuée par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a reçu la notification pour lui certifier que son compte a été accrédité. Je suis particulièrement heureux et fier de constater aussi que dans la démarche, il y a des catégories qui sont prises en charge, notamment les femmes et les jeunes. Cela est extrêmement important parce que les femmes jouent un rôle important dans notre outil de production et les jeunes, c'est l'avenir. Compte tenu aujourd'hui des difficultés d'accès à l'emploi, je pense que l'auto-emploi est une alternative qui s'offre à la jeunesse et c'est des instruments de cette nature qui peuvent les assister, les accompagner de façon à leur permettre, n'est-ce pas, d'assurer leur installation. Au terme de cet espace d'échange, les recommandations recueillies orienteront les prochaines phases du programme numérique du mécanisme de renforcement des systèmes financiers décentralisés MEREF-SFD. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a eu ce matin une séance de travail avec le Conseil national de la société civile. Ce dernier s'engage à accompagner les autorités de la transition dans les différentes initiatives visant la paix et la stabilité du Mali. Un engagement salué par le ministre Alhamdoua Guilienne qui s'engage à les soutenir. Le reportage de Boubacar Bablintouri. Les membres du Conseil national de la société civile avec à leur tête le premier vice-président à la rencontre du ministre en charge de la communication. Après le décès du président Feu Bourema Alaï Touré, ses membres sont venus présenter le bureau en place et solliciter par la même occasion l'accompagnement du chef du département. Nous avons échangé sur beaucoup de points, surtout par rapport à la digitalisation. Nous voulons vraiment rentrer dans ce cadre-là. Et c'est le ministère de la Communication qui peut nous ouvrir les portes. Aucun État ne pourrait exister réellement et réussir sans une société civile consciente, responsable et agissante. Nous, notre président, notre premier ministre et l'ensemble du gouvernement sommes conscients des interdépendances entre l'État et la société civile. Mon département sollicite votre appui dans les domaines de la communication qualitative auprès des populations, notamment sur les questions de souveraineté, sur les questions de sécurité, sur les questions de lutte contre le terrorisme, sur les questions, n'est-ce pas, de communication qualitative sur la protection de l'environnement. Vous voyez vous-même la couleur de notre fleuve Niger aujourd'hui qui change et nous sommes en train de préparer l'autre empoisonnement et l'empoisonnement des générations futures et ça serait impardonnable. Nous travaillons, l'État sensibilise,
l'État sanctionne, mais ça ne suffira pas tant que le relais n'est pas pris par vous-même. Nous allons aussi demander votre accompagnement dans le domaine de la cohésion sociale. Face à ces doléances, ces représentants de la société civile s'engagent à accompagner le gouvernement en ce qui concerne les grands chantiers intéressant la vie de la nation. Et dans un communiqué en date du 17 avril 2025, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a annoncé le retour de notre compatriote Yaya Cissé, détenu depuis le 30 mars 2012 en Mauritanie. La CNDH a saisi cette occasion pour saluer les efforts inlassables consentis par les plus hautes autorités, résultant des actions multiples entreprises par la CNDH depuis 2019 dans le cadre de ce dossier. La CNDH remercie les plus hautes autorités maliennes et mauritaniennes ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme de la Mauritanie pour leur contribution décisive à la résolution de cette situation affectant nos deux pays. La CNDH remercie les organisations, institutions et organismes de défense des droits de l'homme du Mali en Afrique à travers le monde pour leur mobilisation constante. Et dans le même ordre d'idées, le collectif Justice pour Yaya Cissé remercie très sincèrement les autorités maliennes à travers le président de la transition chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour les efforts déployés. Dans la même lancée, nos remerciements vont à l'endroit du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, aux organisations de défense des droits de l'homme, aux personnes de bonne volonté ainsi qu'aux médias maliens pour leur assistance, soutien et accompagnement sans faille et inconditionnel. Enfin, le collectif remercie les autorités mauritaniennes pour leur franche collaboration. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, est à New York. Il a pris part au Forum mondial de la jeunesse, un événement annuel organisé par le Conseil économique et social des Nations unies, ECOSOC. Cette édition 2025 s'est tenue sous le thème « Jeunesse en première ligne, mobiliser la science et l'inclusion sociale pour le développement durable » de New York, la correspondance de Aïssata Ibrahim Maïga. Ces jeunes venus des 5 continents ont partagé leurs projets, leurs préoccupations, mais aussi leurs solutions face aux défis mondiaux, à savoir changement climatique, inégalité sociale, fracture numérique. Le Mali a marqué sa présence par une délégation dynamique et engagée, conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui, au cours de plusieurs panels, a rappelé la place de choix réservée à la jeunesse par les plus hautes autorités du Mali. Le ministre Fomba a rappelé que notre jeunesse est un levier puissant de transformation et au Mali, nombreuses sont les initiatives mises en place pour renforcer son accès à l'emploi, à l'innovation et à la participation citoyenne. La jeunesse est une opportunité et un pilier pour notre nation. Et à cela, nous avons établi 3 points pour discuter de cela. Le renforcement de capacités, l'accès au financement et à la création d'emplois et la participation à la prise de décision. Pour le renforcement de capacités, il y a des stages d'apprentissage dans l'administration publique, le mentorat dans le secteur minier pour accroître le taux de femmes dans les postes de décision, les programmes d'intégration des volontaires pour appuyer certains secteurs de développement et de l'éducation. Pour l'accès au financement et la création d'emplois, il y a un fonds d'appui aux jeunes ruraux de plus de 70 milliards de francs CFA avec le fonds FIDA et FIER et un fonds de garantie. L'aménagement de près de 30 000 hectares dans le programme de zones agricoles partagées pour 15 000 jeunes. La réhabilitation de 400 000 hectares créant 95 000 emplois verts, dont 42% sont des jeunes. L'accompagnement de 62 000 petits producteurs, dont 50% de femmes, dans le cadre du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles. Entre conférences et ateliers interactifs, les jeunes ont multiplié les échanges, tissant des réseaux et portant des messages forts aux décideurs internationaux. Ça a été une occasion pour nous de partager les grandes orientations de notre pays, surtout les plus hautes autorités en fonction des questions de la jeunesse et de notre pays. Et nous avons partagé les grandes lignes, surtout l'épanouissement de la jeunesse, le financement des projets des jeunes et le projet de fonds d'autonomisation des jeunes qui a été proposé par les plus hautes autorités de la transition. Et nous avons également
partager sur tout ce qui concerne des formations et d'emploi, adéquation et formation des objectifs de développement durable. Et le Mali a été un exemple pour tous ces pays-là aujourd'hui, parce que nous sommes très fiers de représenter le Mali. Et les gens étaient très intéressés par rapport à la façon dont les choses se passent aujourd'hui dans notre pays. Le Forum mondial de la jeunesse s'achève sur une certitude. Pour bâtir un monde plus équitable et durable, il faudra compter avec la jeunesse et surtout lui donner les moyens d'agir. Nous restons aux États-Unis pour parler de la relecture de la charte des partis politiques. À New York, la communauté malienne s'est mobilisée en présentiel et en virtuel pour apporter sa contribution à l'édification du nouveau Mali. Après la cérémonie d'ouverture, Aïssata Ibrahim Maïga a recueilli les impressions de quelques participants. Je vous propose de les écouter. Il y a eu des contributions très très pertinentes ici, donc je pense que ça les autorités, pas les autorités seulement, mais la population appréciera beaucoup. Et c'est une recommandation ici, de contribution aussi. Je suis d'avis pour la réduction des partis politiques au Mali. Et je félicite les autorités maliennes de cette initiative et qui va permettre tout un chacun de donner sa contribution au résultat qui va être mis en place pour la bonne marche de la démocratie au Mali. Je remercie infiniment le gouvernement d'avoir pensé à nous et de donner la chance à tous les Maliens de dire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils pensent de l'adoption des partis politiques et puis l'adoption de la charte du chef de file des partis politiques. Je pense que c'est une très bonne idée de donner notre avis. Pour qu'un pays puisse vraiment marcher, il faut plusieurs idées. Comme on le dit en Bambara, et je pense que l'idée de faire réduire les partis politiques, c'est nécessaire. Les partis politiques doivent se mettre ensemble, voir quelles sont les différentes idées, quelles sont leurs attentes par rapport à la construction du pays. Par rapport à l'aide publique aux partis politiques, moi je pense que ça ne doit pas venir de la caisse publique, ça ne doit pas venir du contribuable. Les partis politiques, ils ont des membres. Ils doivent s'autofinancer. En ce qui concerne la diminution des partis politiques, je pense qu'il serait mieux juste de mettre des critères en place pour l'obtention du statut de parti politique et le maintien du statut. Donc, avec ces critères, les partis vont s'auto-éliminer et eux-mêmes vont comprendre que je ne peux pas avoir le statut, donc maintenant, il faut que je parte faire une alliance avec quelqu'un d'autre pour pouvoir créer un parti. Donc, je pense que ça, c'est la meilleure solution. Les concertations sur la révision de la charte des partis politiques a mobilisé également nos compatriotes vivant à Douala, au Tchad et en Tunisie. Les assises ont été sanctionnées par des recommandations au nombre desquelles la réduction du nombre des partis politiques. La synthèse avec Bemba Sibi. La grande mobilisation des Maliens établis en Guinée équatoriale pour les travaux de consultation pour la relecture de la charte des partis politiques a tenu toutes ses promesses. Au terme des 2 jours d'assises, plusieurs recommandations ont été formulées pour une arcane politique qui reflète les réalités sociales du Mali. Vous exprimez mes vifs remerciements pour votre participation et pour les conclusions, les idées que vous avez émises, qui me paraissent être en tout cas des idées qui vont être incluses dans le débat général en vue de doter le Mali d'une nouvelle charte des partis politiques. À Douala, au Cameroun, les Maliens se sont exprimés dans une ambiance empreinte de courtoisie et de franchise. La consul du Mali a saisi l'occasion pour saluer la démarche inclusive adoptée par les autorités de la transition sur certains grands sujets de la vie de la nation. Notre pays, le Mali, en quête de renouveau politique, a résolument placé le dialogue, la participation citoyenne et l'inclusion des Maliens de l'extérieur au cœur de son processus de refondation. L'atelier qui s'achève aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'une dynamique nationale impulsée par les autres autorités du Mali.
La révision de la charte des partis politiques a mobilisé aussi les Maliens vivant au Tchad. Ils se sont réunis autour de l'ambassadeur pour se prononcer sur l'avenir des partis politiques au Mali. Nous sommes réunis aujourd'hui en vue d'apporter notre précieuse contribution à la relecture de la loi numéro 05-047 du 18 août portant charte des partis politiques. Les travaux pour la relecture de la charte des partis politiques a également pris fin dans la juridiction de Tunisie. Les recommandations majeures des Maliens de Tunisie sont la suppression des partis politiques, à défaut la suppression du financement des partis politiques. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel séjourne aux Émirats arabes unis. C'est dans le cadre de la mission de collecte des attentes, des besoins et des problèmes de nos compatriotes établis à l'extérieur. Les préoccupations de nos compatriotes sont relatives à l'obtention des documents administratifs à caractère d'état civil, l'insertion socio-professionnelle des enfants issus de l'immigration. Pour plus d'informations, écoutons Yacouba Katili. Les préoccupations majeures, sinon les attentes, les problèmes, les besoins, c'est vrai, au niveau interne, il y a des questions vraiment de gestion des administrations des Maliens établis, question des documents, question des passeports et bien d'autres choses, et actes de naissance, et entre autres. Mais également les soucis également de l'intelligence. Certains sont venus, ils ont eu vraiment à étudier, ils ont fini. Et à rentrer dans les pays, il y a un peu de difficultés parce que les diplômes arrivés sur place, ceux qui ont fait, je vais dire, des études de droit dans les domaines religieux, il y a des difficultés. La problématique est là, mais également ceux qui veulent continuer vraiment des études. Et après, un certain niveau, notamment la licence, mais qui sont confrontés à des difficultés pour pouvoir vraiment progresser, aller dans le cadre des masters et également au doctorat. Dans le monde également des affaires, il y a des difficultés de transfert au niveau bancaire. Les problèmes sont posés également à ce niveau. Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il puisse y avoir vraiment des facilités. Mais également dans le domaine des transports, où vraiment aujourd'hui les soucis de la majorité, c'est qu'il puisse y avoir en tout cas, une liaison des transports directs entre le Mali, Bamako, je vais dire, sinon même pourquoi pas Tombouctou avec Émiratis. Il y a beaucoup qui sont là, qui veulent investir au niveau du Mali. C'est entre autres des problèmes, des difficultés qui sont posées où ensemble, en tout cas, nous allons faire le devoir de les transmettre avec nos orientations, nos propositions pour que le gouvernement malien puisse intégrer parce qu'il s'agit des enfants, des fils du pays. Après les Émirats arabes unis, la mission a mis le cap sur l'Arabie saoudite pour le même exercice. Et c'est ce qui nous conduit à la page AES de cette édition. AES Actualité au Burkina Faso, c'est parti pour la 3e édition du mois du patrimoine culturel burkinabé avec pour thème patrimoine culturel et développement économique. Le lancement officiel est intervenu à Bobo-Dioulasso et précisément dans la ville de Sia en présence du Premier ministre. Les temps forts de la cérémonie avec Bamagan Jérôme Tendano. Bobo-Dioulasso, berceau d'histoire, de savoir-faire et de tradition. Au crépuscule de ce 17 avril 2025, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo ouvre le rideau de la 3e édition du mois du patrimoine culturel burkinabé. Le chef du gouvernement appelle à la reconquête de nos repères à travers la culture, une force de résilience. Seul ou en famille, en groupe socio-professionnel ou associatif, visitons nos sites historiques répertoriés. Mettons en vitrine les moins connus et célébrons nos valeurs culturelles dans nos actes au quotidien. Le choix de la ville de Sia pour abriter le lancement de cette 3e édition de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine culturel burkinabé se justifie aisément. Cette ville, centre historique, captive l'attention du monde de la culture
tant et si bien que depuis 2012, elle abrite l'un des 6 biens culturels inscrits sur la liste indicative du Burkina Faso. Nous ne ménagerons aucun effort pour que le centre historique de Sia soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Initiateur du mois du patrimoine culturel burkinabé, alors ministre en charge de la culture, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo reçoit les hommages de son successeur qui dresse déjà un bilan chiffré à cette tribune en 2 ans de marche. Selon les statistiques collectées, le taux de fréquentation du musée national du Burkina Faso s'est accru et a atteint le niveau record de 160% en 2024, soit 44 732 visiteurs de plus. Le musée communal Sogosira Salon a enregistré 31 932 visiteurs en 2024, soit un taux d'accroissement de 21% par rapport à l'année 2023. Au moment d'installer les ambassadeurs du mois du patrimoine culturel burkinabé, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo engage l'ensemble des Burkinabés à œuvrer pour la préservation du riche héritage que nous ont légué nos vaillants dévanciers. Le Niger immortalise Thomas Sankara et ses œuvres à travers l'inauguration du centre qui porte son nom. C'est une initiative du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Le reportage de Lawali Moutari Manaïsara. Placée sous la présidence du ministre en charge de l'enseignement supérieur, cette cérémonie consacre l'inauguration du centre Thomas Sankara section du Niger. Elle est le fruit de la collaboration du dit centre avec le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, dont un compartiment du siège social va désormais servir de cadre aux activités du centre Thomas Sankara section du Niger. Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé, ne représente pas seulement une époque révolue. Il incarne aujourd'hui pour nous jeunes un idéal vivant, celui d'une jeunesse africaine consciente, intègre, audacieuse et debout. Comme le disait Thomas Sankara avec lucidité, l'éducation c'est l'arme du futur, une arme de libération collective. Et nous, scolaires nigériens, réunis au sein de l'Union des scolaires nigériens, avons choisi de saisir cette arme. Le centre Thomas Sankara est véritablement un lieu d'étude de la science de la révolution. Nous sommes une bibliothèque socialiste et panafricaine et surtout un centre de formation politique et idéologique. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, l'acte est salutaire et permet de former la jeunesse nigérienne. Ce centre, Thomas Sankara, qui doit être un point de départ pour tout ce qui est ressources en matière d'idéologie, mais pas seulement. C'est la formation idéologique, mais la formation tout court. Vraiment, faites en sorte que ce centre-là vive. Les ambassadeurs du Faso et du Mali au Niger, le secrétaire général de la région de Niamey se sont succédés après pour apprécier l'initiative et encourager les jeunes scolaires à bien se former pour contribuer à la libération de l'Afrique comme le font actuellement les autorités de la Confédération des États du Sahel. Et cet autre communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À présent, nous nous rendons à Koulikoro pour parler de la visite de la deuxième promotion des officiers stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité à Koulikoro. Occasion pour eux d'échanger avec le gouverneur de région sur les potentialités que regorge la cité du Méguétan sur le plan économique, social, culturel et touristique. Les officiers stagiaires ont été émerveillés par l'exposé du gouverneur, nous dit Adam Traoré. La région de Koulikoro
la deuxième promotion de l'école d'état-major composée de 34 officiers, dont 2 du Burkina Faso, 2 du Niger, 8 encadreurs et un personnel de soutien ont rencontré le gouverneur de Koulikoro pour échanger dans le cadre du voyage d'études des officiers stagiaires pour répondre aux objectifs pédagogiques de l'école. Le but de ce voyage d'études, c'est de faire le lien entre les connaissances théoriques accumulées en salle et la réalité du terrain. Et sincèrement, la première conférence donnée par le gouverneur nous a permis d'atteindre ces objectifs. On travaille avec le gouverneur ce matin qui a bien voulu vraiment nous entretenir sur tous les aspects concernant la région de Koulikoro. Au cours de nos échanges avec le gouverneur, il a parlé de l'administration générale de l'État du Mali en général, de la gestion des gouvernorats, des préfectures, des sous-préfectures. Donc leur rôle, leur mission, leur fonctionnement. Les questions de compréhension ont porté sur la gestion politique du pays, la gouvernance et les décisions stratégiques, entre autres. Nous sommes une région qui enveloppe pratiquement le district de Bamako. C'est à Koulikoro que nous recensons 70% des litiges fonciers du Mali. Donc c'est à Koulikoro que nous ressentons les 70% du stress lié à la gestion foncière du Mali. À cela s'ajoute aussi la gestion des sites d'orpaillage, la gestion des sociétés minières, donc avec les populations. Donc c'est une région assez complexe. Koulikoro, c'est la région la plus industrialisée après Bamako. Si économiquement nous sommes la deuxième région économique. La rencontre a pris fin par la remise des présents au gouverneur. Ces derniers, en retour, leur a offert des cadeaux pour leur hiérarchie respective. En 4e région, la relance imminente des ateliers militaires centraux, c'est l'objectif des responsables de la structure. La question est au centre des travaux de la 26e session du conseil de surveillance du 10 centre. Le reportage de Kandesila. 4 documents cadres servent de support de discussion pour cette 26e session du conseil de surveillance des ateliers militaires centraux de Markala. Le procès verbal et les recommandations de la session précédente, le rapport d'activité 2024 et le programme des activités 2025. Une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par plusieurs défis. Les ateliers militaires centraux de Markala constituent un établissement stratégique à haute valeur ajoutée pour le ministère de la Défense et des anciens combattants. Toutefois, ils traversent aujourd'hui une période critique marquée par une vétusté préoccupante de l'outil de production et l'arrêt de la coopération technique avec certains pays partenaires. Pour la relance effective des activités, les ateliers militaires centraux sauront compter sur les administrateurs et sur l'État. Les autorités sont aujourd'hui attentives au potentiel des ateliers militaires centraux de Markala qui vont se trouver sollicités pour le nombre croissant des activités. Elles comptent sur la contribution que les ateliers peuvent fournir pour améliorer la performance de l'outil de défense s'ils sont mis à niveau conformément aux nécessités des armées et services. Aussi, les recommandations de la session vont sans nul doute permettre à cet outil militaire, créé en 1983, de jouer pleinement ses missions qui se résument entre autres à la réparation mécanique, le maintien en condition des équipements militaires et d'expertise en matière de recherche sur les armes et munitions. Vous le savez déjà, 2025 a été décrété année de la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit à travers cette décision de promouvoir notre identité et patrimoine culturel. Une délégation du ministère en charge de la culture était dans la cité des Askia où elle a visité la mosquée Kankoumoussa et la maison des artisans. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. L'année 2025 est décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, année de la culture au Mali. Une décision qui a tout son sens pour qui connaît l'importance de la culture dans le développement d'un pays. C'est dans ce cadre, les acteurs chargés de sa mise en œuvre sont venus à Gao pour expliquer les objectifs du projet
et évoqué aux hommes de culture l'importance de la région de Gao en termes de richesse culturelle. Nous avons sillonné quelques régions du Mali, donc il nous reste à sillonner la cité des Askia, qui est la capitale du dernier grand empire d'Afrique de l'Ouest, l'empire Songhai. Donc, ce qui veut dire que c'est une capitale qui porte en elle tout un patrimoine historique et culturel, non seulement pour le Mali, mais aussi pour toute l'Afrique. Donc il est important que nous venions ici. Dans le cadre du projet Mali Culture 2025, la délégation venue de Bamako a rencontré le chef de l'exécutif régional avant de visiter le chantier de la nouvelle salle de spectacle de Gao. Nous commençons à regarder les chantiers qui sont en cours, parce que c'est ça aussi, c'est des investissements qui sont très très importants, qui nous permettent justement d'abriter d'autres activités qui vont générer des revenus. Je suis très satisfait de l'avancée des travaux. C'est un peu arrêté à cause de quelques difficultés qu'on va surmonter très très rapidement. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer les efforts de l'entrepreneur, des directeurs culture et urbaine qui suivent ces projets quotidiennement. À Gao, El Hadj Amadou Diop et les acteurs culturels qui l'accompagnent ont aussi visité le site archéologique de la mosquée de Kankou Moussa et la maison des artisans. Ils ont aussi rendu visite aux légitimités traditionnelles. Les Burkinabés Rachid Bouda Rawende Moukailou et notre compatriote Yaya Diallo, c'est le tiercé gagnant de la 5e étape du 11e Tour cycliste international du Mali, couru ce matin entre Fana et Ségou. Le Belge, lui, conserve toujours le maillot jaune en attendant les 2 dernières étapes prévues ce week-end, suivant le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Famourou Djourté et Aboubakar Traoui. Les cyclistes ont franchi la ligne d'arrivée de la 5e étape en peloton groupé à une vitesse impressionnante de 60 km à l'heure. Une rapidité qui a entraîné une chute massive causant plus de peur que de mal. Les 3 premiers de l'étape sont, par ordre, Rachid Bouda et Rawende Moukailou du Burkina Faso et Yaya Diallo de l'équipe nationale du Mali. Toutes les localités traversées, c'est vraiment une découverte. C'est une occasion de fraterniser également avec la population. Et je me réjouis vraiment de bon déroulement vraiment de cette étape. Donc c'est pourquoi je voudrais d'abord féliciter les organisateurs, notamment la Fédération malienne de cyclisme et la Commission nationale d'organisation qui a œuvré à ce que vraiment ce tour-là se passe dans les meilleures conditions. C'est à 8h52 que le coup d'envoi de la 5e étape du 11e Tour cycliste international du Mali est donné. Les coureurs ont pris le départ à Fana, au virage de Djoila, pour rallier Ségou, en passant par Konobougou, Zambougou et devant le stade Amari Daou, une distance de 111,8 km, plus un tour sur le boulevard de l'an 2000 à Ségou, ce qui fait en tout 130 km. Au terme de la course, ce sont les Burkinabés Rachid Bouda et Rawende Moukailou qui prennent les 2 premières places. Le podium est complété par le capitaine de l'équipe nationale du Mali, Yaya Diallo. Et ça nous réjouit de voir aujourd'hui que nos frères maliens, nos frères burkinabés, nos frères nigériens se retrouvent avec une équipe sénégalaise pour compétir dans la plus grande royauté. Et c'est ça qui fait le fort de l'Afrique. Il y a des frontières, mais nous restons toujours des frères, nous restons toujours des sœurs. Et ce n'est qu'une première. Le Belge Dedeker a toujours le maillot jaune. Le maillot du meilleur jeune et le maillot rouge sont gardés aussi par Tchemogo Diallo et Yaya Diallo. La 6e étape prévue ce samedi entre Fana et Koulikoro s'annonce tout aussi palpitante. Les coureurs auront l'occasion de se battre pour améliorer leur classement et peut-être de renverser la tendance en haut du classement général. Bravo tiercé gagnant, bonne suite et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.